Mesdames, messieurs, tout le monde m'entend bien? Oui. Oui. Voilà. Je suis très heureux d'être cette année encore présent ici, de voir un certain nombre de visages familiers et de découvrir des visages inconnus. Et cette année, je vais donc vous parler des origines religieuses de la Révolution française. Alors c'est une notion dont on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler auparavant. C'est normal, parce que c'est pas quelque chose qui a été étudié par les historiens avant les années 70-80. Et c'est notamment un historien américain, en fait, qui a été le premier à s'intéresser à cette question des origines religieuses de la Révolution française et à en faire son champ d'étude sur la plupart de sa carrière. Cet historien s'appelait, parce qu'il est décédé l'année dernière, il s'appelait Dale Kenneth Van Clay. Voilà. Vous n'avez peut-être pas entendu parler. Il a une renommée surtout dans le milieu de l'histoire moderne. Ce docteur Van Clay, donc il était né en 1941 et il est décédé en 2023. Et il était professeur émérite d'histoire moderne à l'Université d'État de l'Ohio. Et cet Américain, en fait, a consacré la plupart de ses recherches, en tout cas, à l'histoire moderne de la France, et notamment du XVIIIe siècle. Il a publié 3 livres, un sur l'affaire d'Amiens. Donc Damien, c'était ce régicide qui a tenté de tuer le roi Louis XV. Un autre ouvrage sur la conception française de la liberté, l'Ancien Régime et la Déclaration française des droits de 1789. Et ce dernier ouvrage, Les origines religieuses de la Révolution française, qui a été publié en 1996 et qui a été traduit en français en 2003, si je ne me trompe pas. Et cet ouvrage, donc le voici, il a été publié donc en poche aux éditions du Seuil. C'est un livre de poche qui fait quand même plus de 500 pages. Voilà. Mais il y a une autre édition plus facile, disons, pour travailler. En guise d'introduction, je vais répondre peut-être à une question que vous vous posez. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit un Américain qui s'intéresse aux origines religieuses de la Révolution française? Eh bien, il en a parlé lui-même dans un entretien. Et il a dit que il y a 3 raisons pour lesquelles les historiens américains s'intéressent à l'histoire de France à la période moderne, donc au XVIIe et XVIIIe siècle. Déjà, c'est la diversité des origines des historiens américains, puisqu'ils viennent potentiellement d'à peu près tous les pays d'Europe. Donc l'Europe les intéresse de ce point de vue-là. Dans son propre cas, d'ailleurs, il dit que, je cite, « Mon intérêt pour l'histoire religieuse de l'Ancien Régime en Europe remonte très certainement à une formation protestante de l'école réformée dans une communauté d'origine néerlandaise. » Voilà, donc ce monsieur a une éducation calviniste et donc un certain intérêt pour l'histoire religieuse. Et il cite aussi dans les autres raisons qui font que les historiens américains s'intéressent à la France, c'est l'œuvre d'Alexis de Tocqueville, notamment écrit de la démocratie en Amérique. Et enfin, il dit, je compterai en 3e lieu l'expérience de 2 générations de conscrits militaires sur le sol français au cours du siècle passé. Donc dans les troupes américaines qui sont venues en France pendant les 2 conflits mondiaux, eh bien, il y avait des historiens où certains se sont avérés être pères d'historiens. Et enfin, il souligne que les historiens américains ont pleinement participé à 2 des plus grands renouveaux de l'historiographie française dans la 2e moitié du XXe siècle. C'est-à-dire la redécouverte de l'importance de la religion dans l'histoire des guerres de religion. Ça peut sembler paradoxal qu'on ne s'en soit pas aperçu avant, mais pourtant c'est le cas. Et aussi, les historiens américains ont joué leur rôle dans une nouvelle façon de voir les origines de la Révolution française.
Oui, parce que c'est ça d'ailleurs qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire on étudie comment on parle de l'histoire. En fait. Et l'histoire notamment des origines de la Révolution française, elle a longtemps fait abstraction du facteur religieux, sous prétexte que la Révolution étant antichrétienne, donc c'était logique qu'il n'y ait pas d'explication religieuse. Et bien les Américains, entre autres, ont avancé quelque chose de différent, et notamment ce monsieur Van Clay. Et il dit voilà, que c'est un paradoxe qui est en fait seulement apparent, mais il dit que l'idée de la déchristianisation et des racines chrétiennes relève en fait du bon sens, de même que l'athéisme présuppose la religion et l'antichristianisme présuppose le christianisme. Alors il dit, ça c'est une idée qui est relativement courante chez les universitaires contemporains. Pour lui, il dit que le christianisme possède en lui-même une subversion qui sape la religion de l'intérieur et qui amène à la sécularisation. Voilà. En clair, c'est ce qu'a dit notamment le philosophe Marcel Gauchet, il dit que le christianisme c'est la religion de la sortie de la religion. C'est-à-dire que en étant chrétien, on serait amené à devenir antichrétien. Voilà. Ça, c'est un point de vue qui est on ne peut plus discutable, notamment d'un point de vue légitimiste, parce que ce point de vue est strictement terre à terre. C'est-à-dire que dire que le christianisme pousse ses fidèles à le quitter, c'est faire abstraction de deux éléments pourtant essentiels, que sont l'orthodoxie et les hérésies. L'orthodoxie, elle pousse au contraire à rester, notamment au sein de l'Église. Les hérésies, elles, au contraire, poussent à s'en éloigner. D'abord sur un point, et puis petit à petit sur beaucoup d'autres. À tel point qu'on peut dire que la déchristianisation, elle n'est pas issue du christianisme, elle est issue plutôt des hérésies du christianisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, l'ouvrage de Dale Van Clay, donc les origines religieuses de la Révolution française, il est sous-titré avec deux dates, 1560-1791. Donc, ce sont des origines qui sont bien antérieures à la Révolution, vous voyez. Pour cet historien, les origines religieuses de la Révolution française, elles commencent au XVIe siècle, en même temps que les guerres de religion. Et elle s'arrête pourquoi à 1791 ? Et 1791, c'est l'année où on promulgue la Constitution civile du clergé. Donc, qui a été le premier acte de la séparation de l'État révolutionnaire et de l'Église. En fait, en voulant couper l'Église de France de Rome. Donc, au XVIe siècle, comme vous le savez, il y a les guerres de religion. Ces guerres de religion, elles commencent à peu près vers 1560 et elles se terminent avec la promulgation de l'édit de Nantes en 1598. Donc, presque un demi-siècle de querelles, de luttes, alors de luttes armées, mais aussi de luttes théoriques. Il y a des écrits qui sont publiés de part et d'autre. Et notamment à la fin de ces guerres de religion, à peu près au moment de l'avènement d'Henri IV, dans les années vers 1590, il y a principalement deux pôles qui s'affrontent, notamment d'un point de vue théorique. D'un côté, les protestants, et de l'autre, la Ligue. La Ligue, c'était un groupement de catholiques qui souhaitait qu'avant tout le roi de France soit catholique, et ce donc contre Henri de Navarre qui devait devenir Henri IV mais qui ne pouvait pas l'être tant qu'il était protestant. En se penchant sur les écrits théoriques, Dale Van Clay a pu mettre en évidence que en fait, le point de vue de la Ligue et le point de vue des protestants se ressemblent, du point de vue uniquement sous l'aspect, en tout cas, de la politique. Et notamment, les membres de la Ligue, dit-il, témoignent
d'une soif de la sainteté dans le monde, et, partant de là, le besoin d'un roi qui soit personnellement saint, comme Saint Louis. C'est du fait de l'absence de cette sainteté personnelle, dans le cas d'Henri III et d'Henri de Navarre, puisqu'il est protestant, que les prédicateurs et les écrivains de la Ligue ont pris parti non contre la monarchie en tant que telle, mais contre les incarnations humaines et pécheresses de cet idéal de monarchie. Les théoriciens de la Ligue ne sont pas anti-monarchistes, mais ils ne veulent pas d'un roi qui n'apparaisse pas en tout cas comme un saint. Le problème, c'est qui va juger de cette sainteté. Et justement, et ça c'est une chose que Dale Van Cley pointe, et il dit « J'appelle ce réflexe une espèce de donatisme politique ». Alors le donatisme, c'est une hérésie des premiers siècles de l'Église. Il l'explique, c'est-à-dire une version politique de l'hérésie dénoncée par ceux tenant pour inefficaces les sacrements de l'Église, administrés par les prêtres qui quoique idoines ou dûment ordonnés, sont regardés comme moralement indignes. Les donatistes, ces hérétiques donc des premiers siècles de l'Église, pensaient que si un prêtre n'était pas digne, s'il avait commis des péchés dont il n'avait pas reçu l'absolution, bien ce prêtre ne pouvait pas donner des sacrements valides. Et ça, c'est une hérésie, et ça a été condamné par l'Église. Mais cette vision des choses, on la retrouve, voyez, même presque un millénaire plus tard, dans la pensée de la Ligue. En gros, puisque le roi, telle personne qu'on désigne comme roi n'est pas parfait, eh bien il ne peut pas être roi. Mais, là encore, ce n'est pas quelque chose de juste. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on retrouve aussi chez les protestants. Luther, par exemple, a promu une sorte, justement, de donatisme politique, en disant que les princes, notamment tel prince qui ne le suivait pas, n'était pas digne d'être obéi. Et il a contribué à déclencher la guerre des paysans en Allemagne, qui a été particulièrement sanglante et meurtrière, donc plutôt au début du XVIe siècle. Par contre, les protestants, eux, ont des arguments anti-monarchiques, mais plutôt quand ils sont persécutés. Et les protestants, dans leur théorie politique, sont un peu en dessous des gens de la Ligue, parce que, notamment, les ligueurs eux, vont jusqu'à dire qu'on a le droit d'assassiner les tyrans, donc ceux qui ne sont pas saints, apparemment, en tout cas. Et c'est ce qui va, d'ailleurs, avec comme conséquence très concrète, l'assassinat d'Henri III, et même sur le plus long terme, celui d'Henri IV. Par contre, les protestants, eux, vont être plutôt en délicatesse avec la monarchie française, en tant que monarchie, notamment du fait que le roi soit sacré. Pourquoi? Parce que les protestants ne reconnaissent pas d'intermédiaire entre Dieu et l'individu. Donc, on dit que, c'est Dale Van Cley qui le dit lui-même, ils ont une vision désenchantée du monde. Désenchantée dans le sens où, voilà, il n'y a pas une royauté sacrée, ça n'a pas de sens pour les protestants du XVIe siècle. Donc, ils seront plutôt facilement versés dans l'opposition à la monarchie. Les guerres de religion se terminent donc, en tout cas, on peut dire officiellement, avec la promulgation de l'édit de Nantes en 1598, mais le conflit entre catholiques et protestants va modifier et se poursuivre jusqu'à peu près à l'époque de Richelieu, et sitôt que Richelieu aura maté la rébellion protestante, va apparaître une nouvelle forme de guerre, mais une guerre plutôt théorique, et qui va avoir pour motif, en fait, des questions théologiques. Bon, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Si jamais quelque chose ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à lever la main, tout simplement, et à me dire que, voilà, ce que vous ne comprenez pas, je ferai de mon mieux pour que ce soit le plus clair possible. Et cette controverse théologique qui apparaît donc au milieu du XVIIe siècle, c'est le jansénisme.
Alors vous en avez certainement entendu parler, mais c'est pas quelque chose de particulièrement simple à saisir et à expliquer. Alors, le jansénisme, d'ailleurs, Del Van Cley dit bien qu'il est très difficile de dire ce qu'il fut, de définir ce qui fut en effet un mouvement, précisément parce que ce fut un mouvement et qu'en tant que tel, il fut dans un perpétuel processus de changement. On dirait on n'est pas beaucoup plus avancé, mais ça fait au moins du bien, au moins c'est dit. Le jansénisme, ça tient en fait son nom d'un évêque de la ville d'Ypres, dans les Pays-Bas, qui s'appelait Cornelius Janssen, et donc d'où le nom jansénisme, et qui a écrit des livres de théologie et qui ont été diffusés en France, notamment avec l'abbé de Saint-Cyran et Port-Royal. Vous avez certainement entendu parler de Port-Royal. Alors, que dit... oui, alors la station de métro ou de RER, oui, bien sûr, mais c'était leur... c'est en lien, hein, la maison parisienne de l'abbaye de Port-Royal se trouvait pas très loin de l'actuelle station de métro. Mais que disait cette théologie de Cornelius Janssen? Eh bien, en fait, son ambition, c'était de restaurer la théologie catholique de Saint-Augustin contre l'appropriation qu'en avaient fait les protestants, et une certaine déformation de leur part, mais contre aussi les entorses humanistes qu'avaient fait les jésuites de l'autre côté. Donc, Janssen voulait en fait faire progresser la connaissance théologique entre deux écueils. Voilà. L'écueil protestant d'un côté et l'écueil jésuite de l'autre. Pour les jansénistes, les jésuites sont des pélagiens. Alors c'est une autre hérésie des premiers temps de l'Église, des premiers siècles de l'Église. Qu'est-ce que le pélagianisme? Eh bien, c'est de dire que l'homme peut faire son salut par ses propres forces, sans avoir nécessairement besoin de la grâce de Dieu. Parce que la controverse janséniste, c'est essentiellement des querelles théologiques sur la question de la grâce divine. C'est des querelles d'ailleurs, et le père me reprendra si je me trompe, c'est des querelles qui ne sont pas encore entièrement résolues. Voilà. Mais, donc, ce sont, si vous me passez l'expression, ce sont à la base des questions de spécialistes, mais qui vont prendre, en fait, une dimension sociale, vont se répandre dans la société. Alors les jansénistes disaient notamment, ils avaient une doctrine de la grâce efficace, c'est-à-dire que la grâce, Dieu vous envoie la grâce, il ne force pas votre volonté, mais vous ne pouvez pas faire autrement que de faire le bien. En gros, ça c'est la théorie de la grâce efficace. Et les jansénistes ont aussi une théorie de la prédestination, c'est-à-dire que Dieu donne, reprend ou refuse sa grâce à quiconque, selon sa volonté et pour des raisons connues de lui seul. Donc Dieu donne sa grâce à qui il veut, et si vous ne l'avez pas, eh bien vous vous damnez. Cette théorie, donc ces postulats théologiques, s'ajoute une morale qui est particulièrement austère, et surtout une pratique des sacrements qui ne l'est pas moins austère. C'est-à-dire que, notamment, un pécheur qui va se confesser à un prêtre janséniste n'est pas sûr de recevoir l'absolution. Il y a le prêtre, les jansénistes estiment qu'on doit recevoir l'absolution que lorsqu'on s'est converti et qu'on a posé des actes de conversion. Autrement dit, il peut se passer un certain temps avant de recevoir l'absolution. C'est quelque chose, évidemment, si vous avez l'habitude de pratiquer le sacrement de pénitence, c'est quelque chose d'assez choquant, puisque c'est pas du tout de cette façon-là qu'on voit les choses aujourd'hui. Ça, c'est le jansénisme. Donc, ce jansénisme, c'est une querelle, vous l'aurez compris, donc, entre jansénistes et leurs partisans, dont le plus illustre, c'est Pascal. Et de l'autre, dans le camp adverse, nous avons principalement les jésuites. Cette querelle, elle va durer tout au long du XVIIe siècle, à peu près toute la période du règne de Louis XIV.
elle va aller en empirant, et elle va arriver à un point tel que le roi de France, Louis XIV, va demander au pape, au début du XVIIIe siècle, de produire un document pour condamner le jansénisme. Et ce document, vous connaissez certainement de nom, c'est la bulle Unigenitus, voilà, qui a été promulguée en 1713. Et cette bulle pontificale, qui était censée tout régler, va faire entrer le conflit dans une autre phase. Ça ne va rien régler du tout, parce que, pour des raisons que vous allez voir, en fait, cette bulle va être contestée par les principaux intéressés, c'est-à-dire par les jansénistes. Et tout au long, on a tendance justement à réduire l'histoire du jansénisme à cette première période du XVIIe siècle. C'est la plus connue, c'est la plus étudiée. Mais celle du XVIIIe siècle, justement, elle est sensiblement différente. Parce que au XVIIIe siècle, en fait, le jansénisme va devenir un fourre-tout. C'est-à-dire que sous ce terme, on va englober petit à petit toutes les formes d'opposition à la monarchie et à la papauté. Voilà. Il y en a un certain nombre de ces oppositions. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du richérisme. Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît le richérisme? Alors, c'est pas une hérésie des premiers siècles pour changer. Celle-là, elle est beaucoup plus proche de la période qui nous intéresse. Richer, c'était un théologien du XVIIe siècle. Et son idée, en tout cas, après ses successeurs, c'était que les prêtres de paroisse étaient les successeurs des 70 apôtres choisis par le Christ. Pourquoi pas? Mais comme conséquence pratique, ça veut dire que, en gros, ils peuvent s'opposer à leur évêque et à leur pape. Voilà. Et au pape, pardon. C'est-à-dire partager le pouvoir ecclésiastique. Et donc, l'Église n'aurait plus été, selon leur théorie, n'aurait plus été une pyramide, mais ça aurait été quelque chose de... Comment? Comment? Synodal. Voilà, synodal. Le richérisme a eu effectivement, et le richérisme n'est pas mort, il bouge encore, si j'ose dire. On y est. Voilà, on y est, absolument. Et c'est pas la seule chose, vous allez voir. Voilà, et un certain nombre de prêtres de paroisse, donc au XVIIIe siècle, sont richéristes. Bah oui, c'est quand même tentant si on vous dit que vous pouvez vous opposer à votre évêque et puis faire à peu près ce que vous voulez, parce que vous êtes descendant spirituel des 70 disciples choisis par le Christ directement. Voilà, il y a aussi une opposition aux ordres réguliers. Au XVIIIe siècle, on commence à considérer que les religieux et religieuses sont des inutiles, et particulièrement les jésuites. Il y a aussi le gallicanisme. Le gallicanisme, c'est la croyance que l'Église de France possède des privilèges par rapport à l'Église universelle, et que là aussi elle a le droit de s'administrer un petit peu comme elle veut, et en tout cas pas d'être sous une dépendance complète du pape. Voilà, là aussi c'est très pratique de pouvoir faire ce qu'on veut. Voilà, ça c'est le gallicanisme. Et il y a aussi des partisans de certaines nouveautés qui ne vous seront pas étrangères. Elles ont mis du temps à s'imposer, mais vous allez en juger. Parmi ces nouveautés, donc, que certains réclamaient au XVIIIe siècle, la traduction des Écritures en français, la traduction de la liturgie en français, un rôle plus actif des fidèles dans le culte, et voilà, donc toutes choses qui sont arrivées il y a une soixantaine d'années. Et aussi, il y a des partisans de la thèse selon laquelle l'État, en fait, doit dominer l'Église. Voilà. Doit contrôler l'Église comme il le fait dans les pays protestants déjà à cette époque. Il y a certains partisans de la souveraineté nationale, d'autres veulent des contre-pouvoirs face à tout gouvernement arbitraire, etc., etc. Donc, ce jansénisme du XVIIIe siècle, comme je vous le disais, c'est un peu un fourre-tout, si vous me passez l'expression.
Et d'ailleurs, sa dynamique, nous dit Del Van Cley, elle est liée à l'expérience de la condamnation et de la persécution, notamment en France, où le mouvement rallia l'opposition contre la papauté et la plupart de l'épiscopat, qui était pourtant activement soutenu par la monarchie. Les rois de France, à ce moment-là, donc il s'agit de Louis XV, Louis XVI, soutiennent autant qu'ils le peuvent donc l'Église et la papauté contre les jansénistes. Il faut remarquer que ce n'est pas le cas partout. Des jansénistes, il y en a en France au XVIIIe siècle, mais il y en a aussi dans d'autres pays, notamment en Autriche, en Espagne ou en Italie. Et dans ces trois pays, d'ailleurs, les jansénistes sont devenus une force politique à la fin du XVIIIe siècle. Alors, pourquoi dans ces pays et pas en France? Eh bien, Del Van Cley l'explique par le fait que dans ces trois pays, donc en Autriche, en Espagne, en Italie, les jansénistes furent capables de nouer par intermittence des alliances avec leurs monarchies respectives contre la papauté et ses prétentions juridictionnelles. Voilà. Les jansénistes sont devenus les alliés de l'État contre l'Église. Dans ces trois pays, je dis bien. En France, ça ne s'est pas produit. Et donc voilà, le jansénisme en France au XVIIIe siècle, d'après Del Van Cley, c'est une bannière pour regrouper tous ceux qui s'estiment victimes de la monarchie et de la papauté. Parallèlement et logiquement, la bulle Unigenitus, donc de 1713, est devenue un symbole, le symbole à abattre finalement pour les jansénistes, parce que c'était le symbole à la fois de l'infaillibilité pontificale et de l'absolutisme des Bourbons. Pourquoi? Bien parce que tout simplement aussi en 1730, le roi Louis XV fait de la bulle Unigenitus une loi de l'État. Donc il l'impose vraiment comme loi d'État pour là encore tenter de juguler le mouvement janséniste. Mais ça n'a pas fonctionné. Et les jansénistes, alors les jansénistes à proprement parler, hein, du point de vue religieux, en fait, à partir de ce moment-là, ils ont cherché toutes sortes d'alliances, donc avec tous les opposants que je vous ai cités, et parmi ceux-ci, dans ces opposants, le groupe le plus puissant, c'était le milieu judiciaire. Pourquoi? Eh bien, parce que tout le milieu judiciaire, et particulièrement les parlements, notamment le Parlement de Paris, était imprégné des traditions gallicanes et constitutionnalistes du type parlementaire. C'est-à-dire, là encore, les parlementaires sous la monarchie absolue ne s'estimaient pas les descendants des 70 disciples, mais ils pensaient qu'en tant que gardiens des lois fondamentales du royaume, eh bien, ils avaient un droit de regard sur le gouvernement royal. Voilà. Donc là encore, c'est très pratique à partir du moment où on vous propose de partager le pouvoir politique. Ça plaît toujours. Et Del Van Cley d'ailleurs dit: c'était, je crois, un des leviers par lesquels une minorité de jansénistes a trouvé l'art de faire bouger tout le Parlement dans le sens de la défense des causes jansénistes. Voilà. Bon, c'était un moyen à des gens qui étaient tous les parlementaires n'étaient pas jansénistes d'un point de vue religieux, mais en mettant l'accent justement sur la défense du gallicanisme, donc c'est-à-dire ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par Rome, et du constitutionnalisme, donc ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par le roi, eh bien, c'était un moyen de faire marcher les parlementaires dans le sens de la défense du jansénisme. C'est le moment aussi au XVIIIe siècle, dit Del Van Cley, où il y a un transfert de sacralité du roi vers l'État. C'est-à-dire que insensiblement, tout au cours de ce XVIIIe siècle, effectivement, on a de plus en plus l'impression que c'est plus tant le roi qui est sacré que l'État. Et là, c'est une dérive, hein, bien sûr, par rapport au bien commun, mais c'est surtout le fruit de cette opposition des parlementaires jansénistes.
Parce que ils ont, comme dit Del Van Clée, ils ont tellement opposé l'État sous sa forme parlementaire et la nation d'un côté, à la cour royale et à la hiérarchie ecclésiastique de l'autre, qu'ils ont fini par diviniser l'État aux dépens de la monarchie. Ça, c'est très important parce que c'est un des aspects, notamment, qui sera repris et entériné par la Révolution. Et donc, ils ont divinisé l'État aux dépens de la monarchie, les jansénistes, mais également aux dépens de l'indépendance et de la liberté de l'Église par rapport à cet État. Les jansénistes, finalement, voulaient que l'État contrôle l'Église. Là encore, voilà donc les thèses en présence à ce moment-là. Et Del Van Clée fait un parallèle justement entre la fin du XVIe siècle, la période des guerres de religion, et la querelle janséniste du XVIIIe. Il dit « Les conséquences destructrices des conflits religieux sur la monarchie française rapprochent ces deux époques. Ce qui était en jeu dans les deux situations, c'était l'identité religieuse de la monarchie, et donc la monarchie elle-même, puisque la religion est consubstantielle à son identité, à la monarchie française. » Et il dit que, notamment à la fin du XVIe siècle, la monarchie est sous un feu croisé. Feu croisé, feu des calvinistes d'un côté, feu de la Ligue de l'autre. Et qu'ils ont, les calvinistes et les ligueurs, finalement, par leur théorie politique, ont contribué à désacraliser la monarchie d'un point de vue religieux. Et ils pensent notamment que la monarchie, en fait, a cherché à reprendre l'avantage en s'imposant au-dessus des conflits entre catholiques et protestants. Là, d'un point de vue légitimiste, c'est plus discutable. Je dirais plutôt que la monarchie, en fait, s'est imposée sur le terrain du bien commun, notamment par la promulgation de l'édit de Nantes, qui était un édit de tolérance religieuse, pardon, mais qui avait pour but le retour des protestants à la foi catholique. Par contre, avec ce nouveau conflit religieux janséniste à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, nous dit la monarchie n'a pas su tirer son épingle d'une querelle à l'intérieur du camp catholique. C'était plus facile finalement de se passer au-dessus de la mêlée entre catholiques et protestants, mais entre jansénistes, camp janséniste d'un côté et camp jésuite de l'autre, c'était beaucoup plus périlleux. Et il dit l'absolutisme français perdit ainsi sa meilleure raison d'être, à savoir d'avoir pu fournir une alternative religieuse aux conflits religieux. Là aussi, c'est une conclusion qui est plutôt discutable. Il s'agissait plutôt de fournir une alternative temporelle. Et il ne faut jamais oublier que la monarchie a subi la perte de terrain de la philosophie réaliste au profit de l'idéalisme moderne. Là, au niveau de la philosophie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, au XVIIIe siècle, on n'est plus tellement en théologie fidèle à saint Thomas d'Aquin. Et au contraire, on est plutôt sensible aux premiers idéalistes modernes. Donc, il y a une querelle philosophique aussi que Del Van Clée ne prend pas suffisamment en compte et qui explique pourtant bien des choses. Bien que les jansénistes soient moins directement comparables aux protestants que ne le sont les dévots catholiques du XVIIIe siècle et la Ligue catholique du XVIe, c'est-à-dire les jansénistes ressemblent pas tellement aux protestants, mais les dévots catholiques du XVIIIe ressemblent plus à la Ligue catholique du XVIe siècle. Mais ce conflit, pourtant, janséniste, ressemble de plus en plus au conflit entre les guerres de religion. D'un point de vue théorique, hein, s'entend, pas de bataille militaire. Les jansénistes ressemblèrent de plus en plus aux protestants, c'est Del Van Clée qui le dit, cependant que leurs ennemis, dévots, entre guillemets, devinrent de plus en plus ultramontains et politiquement subversifs. De cette manière, les jansénistes du XVIIIe ont constitutionnalisé la monarchie de la même façon que les calvinistes l'avaient fait avant eux.
C'est-à-dire que les jansénistes ont été conduits à reprendre des positions protestantes, sans forcément bien s'en rendre compte, pour s'opposer à la monarchie et à la papauté. Et à l'inverse, les opposants pro-jésuites ont repris certains des excès de la Ligue, notamment en voulant un roi saint. Et ils n'ont pas hésité à attaquer Louis XV à cause de sa vie privée. Je ne veux pas dire qu'ils avaient tort, mais en l'occurrence, ils en ont fait un argument politique. Et ils ont contribué aussi à désacraliser la monarchie de cette façon-là. Et d'ailleurs, Del Van Cley avance l'idée que les protagonistes du XVIIIe pensaient revivre le conflit du XVIe siècle, avec les jésuites percevant les jansénistes comme des calvinistes, et les jansénistes entrevoyant la renaissance de la Ligue sous les traits du parti des Vaux. On a donc ces deux groupes qui s'affrontent, mais il y en a d'autres dans la France du XVIIIe siècle. Par exemple, et là, Del Van Cley dit que la France est le seul pays européen au XVIIIe siècle où on a un groupe d'athées qui avance à visage découvert. Jusque-là, il valait mieux le garder pour soi, son athéisme. Mais au XVIIIe siècle, parmi un certain nombre des philosophes des Lumières, avec des très gros guillemets, on a quelques-uns qui sont athées, comme le baron d'Holbach ou Helvétius par exemple, qui se revendiquent comme tels qui publient des livres athées. D'après Del Van Cley l'explique justement comme un écho de ces luttes. Autrement dit, quand vous voyez deux groupes religieux qui s'affrontent depuis des dizaines d'années, eh bien, ça laisse une place justement à l'athéisme, puisque voilà, si on ne rentre pas dans les considérations théologiques, on peut se dire qu'aucun des deux n'a raison, et donc que leurs croyances ne sont peut-être pas si véridiques que ça. Ça peut favoriser donc l'athéisme. Et il dit d'ailleurs que même le groupe des philosophes dits des Lumières, l'apparition de ce groupe s'explique justement en conséquence de la querelle janséniste. En quoi, justement, cette querelle janséniste a-t-elle favorisé la Révolution? Eh bien, déjà, d'un point de vue, justement, de la théologie. Alors, on a vu, il y a la revendication richériste, hein, donc les curés de paroisse qui voulaient avoir une place indépendante dans la hiérarchie. Mais il y a des choses un peu plus curieuses et pas forcément très connues. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a entendu parler des convulsionnaires de Saint-Médard. Oui, voilà. Les convulsionnaires de Saint-Médard, donc c'était au cimetière Saint-Médard à Paris, dans les années 1730, un diacre janséniste était mort en odeur de sainteté, et sur sa tombe, on venait en pèlerinage, et certaines personnes semblaient vivre des phénomènes mystiques. Voilà. On a même eu des cas où j'y bien semblait. J'y bien semblait. Il y a même eu des cas où parmi ces convulsionnaires, on tentait de les calmer, si j'ose dire, à coups de barre de fer, et ils le réclamaient. Alors ça fait, vu d'aujourd'hui, ça fait sourire. À l'époque, les jansénistes ont interprété, ont bâti tout un système d'explication qu'on appelait le figurisme. C'est-à-dire que quand vous avez une personne, un convulsionnaire devant vous qui demande qu'on le soulage à coups de barre de fer, c'est une figure de la véritable Église, de la théologie janséniste qui est persécutée par la monarchie et la papauté et à laquelle on doit porter secours. Oui, parce que les coups de barre de fer, on appelait ça des secours. Voilà. Oui, mais si. C'était Macron avant l'heure. Voilà. Si c'est proposé. Donc c'était voilà, ces convulsions qui sont des phénomènes mystiques pas vraiment orthodoxes, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, sont mais plutôt diaboliques. Eh bien, ils ont été récupérés
si on peut dire, peut-être même suscité, dans une certaine mesure, comme justification divine, entre guillemets, de la justesse de la cause janséniste. Et partant de là, donc, les avocats et les magistrats jansénistes du Parlement de Paris, en fait, ont été amenés, dans leur opposition au roi et au pape, à transférer leur conception théologique du domaine surnaturel au domaine naturel. C'est-à-dire que, pour eux, eh bien, ils défendaient les lois fondamentales contre le despotisme des ministres du roi, ou voire du roi lui-même, et en même temps, ils le voyaient comme un témoignage à la vérité de ces lois. De la même manière, donc, qu'ils se battaient en religion contre le pape et contre les jésuites. Il y a une sorte de transfert, voilà, des positions théologiques dans le domaine de la politique. Et tout ça, c'est quelque chose qui peut paraître un peu abstrait, mais il ne faut pas oublier justement que tout ça se traduit au XVIIIe siècle par un nombre incalculable de livres, de pamphlets, de feuilles qui circulent sous le manteau. C'est toute une atmosphère, en fait, qui, si vous me passez l'expression, qui pourrit l'esprit de beaucoup de Français. Notamment, il ne faut pas oublier, par exemple, que les convulsionnaires de Saint-Médard sont la plupart sont d'origine populaire. Ce ne sont pas forcément des religieux, ce sont des laïcs souvent, et des gens qui ont une position sociale plutôt humble. Voilà. Donc ça montre aussi que ces positions théologiques qui peuvent paraître vraiment, voilà, des questions, des querelles de spécialistes, eh bien en fait elles ont une application sociale très importante dans la France du XVIIIe siècle. Et la conséquence, donc, comme je disais, c'est que ça amène voilà, les persécutions que la monarchie et l'Église ont menées contre les jansénistes, les ont amenés petit à petit à épouser les notions de groupe, de souveraineté collective dans leur pensée politique. Voilà. C'est-à-dire qu'ils en sont venus à se dire, ben, nous sommes la véritable Église et nous avons une autorité religieuse collective, y compris contre la hiérarchie, y compris contre les évêques français, y compris contre le pape. Et cette manière de se croire justement, d'avoir, si j'ose dire, la souveraineté collective dans l'Église, eh bien, ils l'ont transférée aussi petit à petit dans le domaine politique. Et on peut presque leur attribuer la création de l'idée de souveraineté nationale. Voilà. Oui, si on a la souveraineté dans l'Église, pourquoi ne l'aurait-on pas dans le domaine temporel, a fortiori? Et ces théories, en fait, sont à l'origine de la création en 1791, de la Constitution civile du clergé. La Constitution civile du clergé, c'est un chef-d'œuvre, si vous me passez, si j'ose dire, de la pensée gallicane et janséniste. Là encore, vous avez les curés de paroisse, les évêques vont être élus par les fidèles, ben oui, puisqu'ils ont la souveraineté nationale. Dans les choses temporelles, ils l'ont dans les choses spirituelles. Donc c'est normal, sur cette base-là, qu'on vote pour choisir qui va être son curé ou son évêque. Et ça, c'est le côté, janséniste, et le côté gallican, c'est le fait que cette constitution civile du clergé, elle a été élaborée tout à fait indépendamment de Rome. Et d'ailleurs, le pape Pie VI va la condamner. Et la conséquence, d'ailleurs, c'est que la condamnation pontificale, eh bien, elle va entraîner un schisme entre les partisans, ceux qui acceptent la constitution civile du clergé, qui vont bientôt devoir prêter un serment
d'ailleurs, parce qu'il y a, comme il y a une opposition, il n'y avait pas de serment au départ d'acceptation de cette constitution civile du clergé, mais comme il y a un mouvement d'opposition qui est apparu assez vite, eh bien, l'Assemblée nationale a exigé un serment. On devait jurer fidélité à la constitution civile du clergé quand on était prêtre. Et c'est de là qu'apparaît la césure entre prêtres jureurs et prêtres réfractaires. Et partant de là, eh bien, Del Van Cley dit que une section représentative du clergé tomba dans l'opposition à la Révolution. Ce sont les prêtres réfractaires. Et finalement, ces réfractaires en vinrent à représenter les forces de la contre-révolution, et le clergé dans son ensemble devint l'une des cibles de l'idéologie révolutionnaire. Une fois ce nouveau développement achevé, un espace était créé où peut s'amplifier une vision particulièrement anticléricale, voire antichrétienne, des Lumières françaises, elles-mêmes déjà radicalisées en ce sens par les controverses religieuses incessantes du XVIIIe siècle, ce qui nous amène à l'année 1793 et au phénomène de déchristianisation. Donc, voilà, et j'en viens, je vous rassure, à ma conclusion. Ça fait beaucoup de choses à digérer. Le jansénisme donc, du XVIIIe siècle reste un phénomène religieux et politique important, et la religion demeure une clé de lecture essentielle pour la compréhension du XVIIIe siècle, la compréhension aussi de la politique du Parlement de Paris, la politique d'opposition à la monarchie, et n'est pas compréhensible non plus sans le jansénisme. Et Del Van Cley va même jusqu'à avancer que la suppression de la Compagnie de Jésus en France est une victoire non pas des philosophes, mais une victoire des jansénistes. Et le jansénisme a contribué donc dans la longue durée à la formation de l'idéologie révolutionnaire. Il ne l'a fait qu'en combinaison avec son adversaire dans un débat de plusieurs siècles, chaque côté relevant ce qui était le plus subversif chez l'autre. Et c'est la dialectique entre les deux qui, de plus en plus sécularisée vers la fin du siècle, a contribué à la formation de l'idéologie révolutionnaire. Et dit que le XVIIIe siècle a vu la transition de révolution que justifiait ou légitimait une dimension religieuse, ce qu'on avait vu jusque-là, voilà, des révolutions comme la révolution anglaise de 1648, il y avait toujours une dimension religieuse. Et ça disparaît au XVIIIe siècle. On dit, au XVIIIe apparaissent des révolutions fondées sur un idiome séculier ou idéologique, des révolutions laïcisées, si on peut dire. Cette transition est visible, par exemple, non seulement dans le mouvement patriote contre le chancelier Maupeou et son coup despotique de 1771 contre les parlements. Voilà, le chancelier Maupeou, pour mémoire, en 1771, il a, donc sous le règne de Louis XV, il a réorganisé le système judiciaire français. Et notamment, il a privé les parlements qui faisaient donc une opposition presque systématique à la monarchie. Il les a refondus, si l'on peut dire. Donc les parlementaires n'étaient pas tellement contents de se voir ravaler à un rang plus subalterne, une totale réorganisation, et ils ont fait une telle opposition que malheureusement la réforme a été annulée par Louis XVI. Et c'est une des causes, parmi d'autres, aussi de la Révolution. Et ils disent, donc c'est voilà, l'opposition à la réforme Maupeou, mais aussi les révolutions qu'on a vues à peu près à la même époque, dans les années 1770-1780, en Grande-Bretagne, dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord, la dépendance des États-Unis, c'est en 1776, c'est en ce moment. Il y a aussi d'autres révolutions similaires dans les Pays-Bas, 1788 par exemple. Et ces mouvements, donc, pour lui, constituent le premier pas vers la sécularisation des conflits politiques. Mais, il dit, ceci dit, je m'empresse d'ajouter que cette transition s'inscrit dans une continuité, étant entendu que tout mouvement religieux a toujours produit des ferments d'idéologie et que les idéologies séculières modernes ont toujours fait de grands emprunts à la religion. Alors, en guise d'épilogue, cette thèse de Del Van Cley a été éreintée
par les tenants de l'historiographie marxiste. Voilà. Vous pouvez trouver notamment une recension sur Internet de ce livre dans les Annales de l'histoire de la Révolution française par Claude Mazoric, qui a été quand même membre du comité directeur du Parti communiste français dans les années 80. Eh bien, il dit en substance que Del Van Cley, c'est une honte parce qu'il ramène la religion dans une révolution qui s'en était débarrassée. Et j'espère avoir su vous montrer qu'il a au contraire très bien fait de le faire et que c'est un facteur d'explication de beaucoup d'aspects de la Révolution et des choses que nous vivons jusqu'à l'heure actuelle. Et je terminerai enfin, décidément, en faisant juste une toute petite allusion à l'actualité. Je vous invite demain à voter éco-responsable, c'est-à-dire à rassembler tous les bulletins de vote et à les placer dans la poubelle jaune. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'aurais une petite remarque. Vous avez bien fait la différence dans entre le jansénisme du XVIIIe siècle et celui du XVIIe. Il se prolonge, voilà, parce que, mais il n'est pas uniquement religieux au XVIIIe. Parce que je suis personnellement un grand admirateur de Blaise Pascal. Je ne pense pas être le seul dans cette assemblée et dans ceux qui nous regarderont. Blaise Pascal reste un des plus grands penseurs catholiques dans toute sa philosophie et ses pensées, en étant en même temps un inventeur et un des plus grands esprits français. Alors est-ce que ce jansénisme a été dévoyé par rapport à la pensée de Blaise Pascal, ou est-ce qu'il était un précurseur? Mais le jansénisme en tant que tel, c'est une hérésie. Donc, ça ne diminue peut-être pas la pensée, les œuvres de Pascal sous certains aspects, mais d'un point de vue religieux, d'un point de vue catholique, c'est indéfendable. Mais là encore, ce sont des controverses, alors des questions, les rapports entre la grâce et la nature, ce sont des questions qui ne sont pas encore tranchées, et notamment par le magistère. Alors maintenant, pour des raisons... Les pensées de Pascal sont quand même pertinentes, non? Je ne dis pas le contraire, moins d'un point de vue naturel. Mais du point de vue de la théologie janséniste, elle est erronée. Et oui. C'est ce que dit la bulle Unigenitus, en tout cas. Voilà. Il n'était pas théologien, Pascal. Je ne sais pas. Non, il n'a pas l'Auschwitz du Vatican. Voilà. Vous dites l'Auschwitz. Non, mais après je dirais, il y a des questions qui sont définies, des questions qui ne sont pas définies, qui sont libres. Mais il ne faut pas s'éloigner de ce qu'a toujours enseigné l'Église. Mais ça reste libre. C'est comme l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, on a toujours cru qu'elle était... Mais comment elle est montée? Pie XII était très prudent. Il dit elle est montée en corps et en âme. Il laisse entendre qu'elle est morte, mais il n'a pas tout défini. Quand la Sainte Vierge est montée au ciel. Il y a des choses qui ne sont pas définies dans l'Église. Mystère. Oui, ce sont des choses qu'il faut attendre. Mais ça veut pas... L'Assomption de la Vierge, elle est montée au ciel, avec son corps et son âme. Comment? Alors les orientaux disent elle est montée entourée des anges, on l'a vu, tout de suite. D'autres disent elle s'est endormie, elle est restée plusieurs jours. D'autres, ça n'a pas été défini, vous voyez, toutes ces choses-là. Après, il ne faut pas oublier, les jansénistes aussi, pour se justifier, surtout au XVIIIe siècle, on appelle à la primitive Église. Oui. Ils vous disent, alors il faut faire comme si, parce que c'était comme ça dans la primitive Église. Et même un évêque, je crois que c'est l'évêque de Brest qui a dit, la constitution civile du clergé est conforme à ce qui se faisait dans la primitive Église. Mais comme l'a écrit Jean de Vigry, notamment dans son ouvrage sur la manière dont les Français vivaient leur foi au XVIIIe siècle, elle a bon dos, la primitive Église. Voilà. C'est que très souvent, c'est le cas de beaucoup d'hérétiques, ils font passer leur nouveauté sous un aspect ancien. Voilà.
Alors je dis pas que c'est le cas de Pascal, mais les jansénistes du XVIIIe siècle sont très forts de ce point de vue-là, et puis s'en remettent aussi donc aux théories gallicanes, notamment de la supériorité du concile sur le pape. Là encore, c'est très tentant hein, qu'on vous dit comment C'est condamné. Voilà, et thèse qui a été condamnée à Vatican I, si je ne me trompe pas. Voilà. Et qui en fait n'était pas du tout si on étudie cette question-là en particulier, on voit justement que ça n'a pas été du tout la croyance universelle de l'Église, et que ce sont des thèses qui appartiennent à la supériorité du concile sur le pape. Ça n'apparaît guère qu'au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Mais on a fait passer ça à l'époque comme un privilège, voilà, une thèse qui avait toujours été tenue dans l'Église de France au moins. Mais là encore, il faut savoir discerner. Alors, les historiens professionnels, si j'ose dire, comme Dale Van Cley, n'ont pas le point de vue que nous pouvons avoir en tant que catholiques et en tant que légitimistes. Oui. Ils ne sont pas formés pour ça, Oui. malheureusement. Mais j'espère aussi avoir su vous montrer que même quand on est, voyez, un historien et qu'on a reçu une éducation calviniste, est-il d'ailleurs calviniste, enfin était-il pratiquant calviniste? Ça, je n'en sais rien. S'il l'a pas dit, en tout cas, dans ses œuvres et dans ses entretiens, les entretiens qu'il a pu accorder. Mais il est toujours, malgré ses défauts, il est capable d'apporter, vous voyez, une lumière intéressante, je crois, sur beaucoup de choses, et de montrer la part fondamentale que peuvent avoir des querelles théologiques dans l'avènement d'un phénomène comme la Révolution. Voilà, d'un événement, d'un bouleversement. Et là encore, ça mène à réfléchir, même en tant que légitimiste, parce que ça montre bien que la Révolution ne s'est pas faite comme ça, comme un claquement de doigts, elle n'est pas arrivée comme un éclair dans un ciel serein. Les esprits avaient été déjà travaillés aussi par cette querelle janséniste. Ça amène même peut-être, mais là c'est une opinion strictement personnelle, mais moi je pense que ça amène peut-être même à revoir le poids qu'on accorde aux soi-disant philosophes des Lumières, qui sont, qu'on enseigne finalement que ce sont les principaux artisans de la Révolution. Ben, peut-être pas tant que ça, finalement. Et les loges dans tout ça? Les loges, mais j'y ai pensé en venant. Hein. Ah bon? J'ai réfléchi. J'ai 3 heures pour y réfléchir en venant, justement. Les loges, elles ont pris aussi la place, certainement, qui était, comment dire, dégagée, si j'ose dire, par ces querelles. Les loges, elles ont peut-être pu prospérer, justement, et séduire des gens qui se trouvaient passablement désappointés, peut-être même dégoûtés par ces querelles entre jansénistes et jésuites. C'est un aspect. Les loges, c'est pas une baguette magique. Vous voyez? Non. C'est une baguette sournoise. C'est une baguette sournoise, si vous voulez, mais c'est pas. Les loges n'ont pas le pouvoir de Dieu. Donc, elles ont pu prospérer aussi, comme a prospéré l'athéisme aussi au XVIIIe siècle en France, justement, comme effet de ces querelles. Voilà. Quand vous avez deux partis, il faut imaginer c'est difficile d'imaginer, enfin, dans la tradition, si on peut avoir quand même une certaine idée, quand on est catholique traditionnaliste, de ce que peut être une controverse qui dure plus d'un demi-siècle. Voilà. En tant que catholique traditionnaliste, je pense qu'on peut le mesurer. C'est quelque chose qu'on peut, dans une large mesure, vous voyez, transférer au XVIIIe siècle. Mais dernier point, ces querelles étaient dans les élites, mais au niveau du peuple, des pratiquants lambda, est-ce que ça les touchait? Oui, ça les touchait. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les convulsionnaires de Saint-Médard, ce sont principalement... Saint-Médard, c'est pas la Creuse. Ah, Saint-Médard, c'est pas la Creuse. C'est pas la Creuse, mais si vous prenez par exemple Saint-Fargeau dans l'Yonne, petite bourgade. Si vous avez visité le château de Guédelon, c'est juste à côté. Oui. Saint-Fargeau, si je ne me trompe pas, au XVIIIe siècle, fait partie du diocèse d'Auxerre. Dans le diocèse d'Auxerre, vous avez une succession d'évêques jansénistes. Oui.
Donc, vous avez un foyer dans l'actuelle partie, cette partie du département de Lyon qui s'appelle la Puisaye. Vous avez un foyer janséniste. Et comme par hasard, un siècle plus tard, Lyon est un des départements les plus déchristianisés de France. Pourquoi ? Parce que quand vous avez eu pendant un siècle ou un demi-siècle des évêques jansénistes qui notamment incitent les prêtres à pratiquer des délais d'absolution. Donc quand vous avez commis un péché, que vous allez vous en confesser et qu'on vous dit revenez dans un an, peut-être que je vous donnerai l'absolution, vous éloignez concrètement les fidèles des sacrements. Et vous faites, c'est une politique de déchristianisation sous couvert de perfection religieuse. Monsieur. En fait, on voit exactement la même chose. Avant l'apparition du protestantisme, avec le grand schisme d'Occident, entre cette époque où il y a 2 voire 3 papes qui se battent en duel les uns les autres, avec évidemment des prises des positionnements entre pays, parfois plus géopolitiques qu'autre chose, mais parce que ce qui se joue c'est l'intronisation des empereurs, etc. Et cette exaspération, parce que les fidèles se demandent, bah oui, mais au bout d'un moment, quel sacrement est légitime, quelle église on doit aller, avec en plus, on est en pleine guerre de 100 ans en France, la France est morcelée entre les zones gérées par les Anglais et les zones gérées par les Français, et les Français c'est les papes d'Avignon, les Anglais c'est les papes de Rome, et du coup à la fin, bah oui, mais quel sacrement est légitime, qui est hérétique, qui ne l'est pas, alors que, et des deux côtés, vous avez des gens qui sont quand même particulièrement anciens, qui prennent position pour les deux papes. Et donc en fait cette exaspération, en fait le protestantisme malheureusement est une conséquence en fait de ce qui s'est passé au siècle précédent, de cette déliquescence de l'Église et de ces querelles intestines qui n'en arrêtent pas. Et puis à la fin on est allé jusqu'à 5, si je me souviens bien, 5 papes, entre un qui s'était caché au fin fond de l'Espagne, un autre en Suisse et enfin bref, c'était on en a eu 2 il n'y a pas si longtemps. Et la conséquence d'ailleurs du grand schisme à l'intérieur de l'Église, c'est justement l'avènement des thèses conciliaristes, de la supériorité du concile sur le pape. On dit on a 5 papes, pour mettre tout le monde d'accord, on va dire que le concile est supérieur. Oui, parce qu'il y a bien un moment où il a fallu rassembler tout le monde et essayer de décider qui était le bon pape. Et donc on a fait des conciles avec des évêques ou des cardinaux des 2 églises. Oui, on peut dire. Enfin, voilà. Ça n'a pas forcément abouti sur le moment. Des deux parties, mais ça n'a pas forcément abouti sur le moment. Mais en fait, on voit un peu la transposition en fait de ce premier schéma on reprend la même, en fait, on prend les mêmes et on recommence quoi. Les principes, les ferments de division, reviennent régulièrement. Mais après, je ne connais pas la situation précise du contexte de la marche au XVIIIe siècle et par rapport au jansénisme. Mais il est certain que le jansénisme s'est pas répandu partout de manière homogène. Parce que vous avez des évêques, disons ultramontains, et puis d'autres évêques sont jansénistes. C'est Limoges, là. Ça peut, voilà. C'est Limoges. Voilà. Donc là, je vous renvoie, je ne peux que vous renvoyer aux études d'histoire locale sur la place du jansénisme dans l'actuel département de la Creuse. Ce qui est certain pour la Creuse, c'est que c'est le département qui a eu le plus de prêtres jureurs au moment de la Révolution. Alors que la Vendée était celui qui a eu le plus de prêtres réfractaires. Après, ça a une conséquence pour la suite. Oui, oui, bien sûr. Mais effectivement, pour ce qui est de avant, pourquoi il y a eu plus de prêtres jureurs, là, pour l'interrogation, effectivement, ça peut être le jansénisme. Ils n'étaient pas communistes à l'époque, pourtant. Pas encore. Pas encore, mais c'est le début. Beaucoup de phénomènes contemporains ont des racines lointaines, y compris dans les questions, vous voyez, dans les querelles théologiques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Même la carte de la pratique religieuse du chanoine Boulard dans les années 40. Vous trouvez là aussi des explications, comme je vous disais, le département de Lyon, moi c'est celui que je connais, parce que je suis bourguignon, je connais le mieux, mais voilà pour d'autres... Mais la marche était très très catholique. On a des grands édifices religieux, on a toujours été tradition. Ah ben ça n'empêche pas, les jansénistes aussi se veulent très religieux. Hein?
au Moyen-Âge, c'est-à-dire que... Non, même après. Non, mais, les grands édifices religieux, Chambon. Au Chambon. XVIe siècle, il y avait plusieurs milliers de prêtres en Creuse, quoi. Et Bah, c'était un département très catholique, effectivement, mais après, l'explication janséniste peut expliquer comment on est passé d'un département qui était très catholique, effectivement, au Moyen-Âge, à un département où il y a eu une majorité de prêtres jureurs à la Révolution. Mais parce Ça que- a été joué sur 100 ans. Parce que les sur deux, 200 ans. parce que les deux grandes maisons sont tombées, les Foucault et les Lafeuillade, les Aubusson. C'est tout. Les deux grandes maisons de la Marche sont tombées. C'est tout. Les deux Il y a grands- aussi les deux un grands autre phénomène. Il y a aussi l'influence du fait qu'on a installé un évêque à Guéret, et évêque qui était en plus... si. La seule fois où Guéret a été évêché, c'était à la Révolution. Oui, bah oui, moi je suis Mais révolutionnaire. c'était les révolutionnaires qui l'avaient. Et lui-même était membre de la Convention. Oui, bah, Mais bien ça, sûr. c'est- Oui. moi j'en veux pour. Donc, on aurait pu être preuve, évêque. c'est la fin des deux grandes familles qui tenaient les Foucault de Saint-Germain et les Aubusson et les Lafeuillade. Luc de la Brière, c'est tout. Après, basta. Mais avant, on avait les plus beaux édifices religieux, Bonlieu, Pré-Benoît, Bénévent. Hein Bénévent. Bénévent, Chambon. Chambon, c'est le plus grand monument religieux dans le Limousin. 83 mètres, l'abbatiale, avec un campanile florentin. Alors, c'est pas fier quand même. On n'est pas que des mécréants. Tout de même. On n'avait pas besoin des jansénistes, enfin. Plus ou moins selon, c'est plus ou moins selon les époques. Et c'est pas parce que la marche a été vendue à Philippe le Bel par la Lusignan, restons fiers d'être marchois. Et en tout cas, vive la marche et vive le roi. Ah, Dieu, Et vive Dieu. Et vive Dieu. Et je me permets de signaler pour les personnes intéressées que nous avons ici quelques exemplaires du dernier numéro de la Gazette Royale. Donc si vous souhaitez les acquérir, ils sont à votre disposition. Voilà. Merci. Il faut signaler que nous avons le plaisir d'accueillir aussi le président de l'UCLF. Oui. Ben, venez Jean-Pierre Ah, et non, monsieur bah, Saclier. Voilà. Voilà. Je recommence. Je vous remercie de votre accueil. C'était une journée très sympa, une après-midi très sympathique. Et la conférence de Laurent Saccaro était très intéressante, comme toutes les autres précédentes. Vous pourrez retrouver cette conférence sur le site de M. Martial Noum et ensuite sur le site de uclf.org. Vous tapez uclf.org et vous avez un onglet qui s'appelle Se former et vous avez toutes les vidéos de les conférences en vidéo de Laurent Saccaro, qui, je le rappelle, donc pour ceux qui n'ont pas entendu, est membre du bureau de l'UCLF, c'est-à-dire que l'Union des cercles légitimistes de France. Il occupe la fonction de secrétaire. J'avais promis l'année dernière de venir et je n'avais pas pu venir, donc cette année j'ai fait l'effort de venir. Malheureusement il n'y a pas de beau temps, mais c'est pas grave. Mais je vous remercie de votre participation, de votre accueil.